Fatima Soubis. C'est au camp de Rivesaltes que j'ai vraiment pris conscience qu'on était abandonné. Je suis née à Novi, à 80 km à l'ouest d'Alger, dans un petit village en bord de mer. Soubis n'est pas mon vrai nom. C'est un surnom qui avait été donné à mon père. Mon village natal a été le théâtre de combat dès le début de la guerre. On habitait près du cimetière chrétien, dans une cité à côté d'une caserne de l'armée française. Et toutes les nuits, on entendait des tirs de balles. On n'a pas su pourquoi, mais une nuit, des soldats ont tiré vers la cité. Le matin, on a découvert un mur percé de petits trous. En 1956, mon père est décédé, dans une embuscade tendue par le FLN. Une dizaine de harkis y ont été abattus. Je me souviens du corps de mon père, enroulé dans un drap ensanglanté. Son corps a été mutilé et il n'avait plus sa montre, sans doute prise par ceux qui l'ont tué. Ma maman s'est retrouvée seule pour élever ses enfants. Elle a fait du mieux qu'elle a pu. Comme j'étais l'aînée, je l'aidais le plus possible. À la fin de la guerre, alors qu'on se trouvait dans la montagne avec nos grands-parents maternels, des combattants de l'armée de libération nationale sont venus nous dire de nous préparer pour la fête de l'indépendance, que l'Algérie avait un nouveau drapeau et qu'il fallait en confectionner le plus grand nombre. Je me souviens très bien du 5 juillet 1962, où tous les Algériens fêtaient l'indépendance du pays. Enfin, presque tous les Algériens. La présence des familles de harkis n'était pas vraiment souhaitée par certains. J'avais 10 ans et j'étais habillée comme toutes les petites filles. Une jupe verte, un haut blanc et un foulard rouge autour du cou. Je n'avais pas conscience que ma famille avait une histoire particulière, une histoire qui pouvait à tout moment nous plonger dans un drame. On ne pensait pas quitter notre village, jusqu'au jour où des hommes sont venus nous confisquer des aliments que les œuvres caritatives nous avaient donnés la veille contre des bons distribués aux familles considérées comme nécessiteuses. C'était notre cas. On était orphelins de père depuis 5 ans. Les personnes qui étaient venues nous retirer les aliments reçus nous ont dit « Vous faites partie de la France, ce n'est pas à nous de vous nourrir. » Et elles ont ajouté « C'est à la France de vous nourrir, ce n'est pas à nous de le faire. » On pensait être devenus des Algériens comme les autres. C'était sans compter sur les personnes qui se sont souvenues que 5 années plus tôt, mon père avait été harki. Un harki, même mort, restait un ennemi, tout comme sa famille. À partir de ce jour, on avait compris que notre place n'était plus en Algérie. Dans les jours qui ont suivi cette violence verbale, un oncle maternel, encore dans l'armée française comme garde mobile de sécurité à Alger, est venu nous chercher en camion militaire. On est parti dans la précipitation. Ma mère a juste eu le temps de mettre quelques habits et notre livret de famille dans une valise. Une de mes tantes était avec nous. Le camion nous a déposés au camp militaire de Tefes-Choune, dans la région d'Alger. On y est resté à peu près 1 mois. Juste le temps que la Croix-Rouge française nous donne des vêtements et de faire nos papiers pour la France. La traversée de la Méditerranée s'est passée dans les cales, parqués comme des animaux. On est arrivé à Marseille. Mais on n'a pas eu le temps de rien voir parce que les camions militaires qui devaient nous amener à la gare étaient déjà sur place. Dans le train qui nous a transportés vers le camp de Rivesaltes, on nous a distribué des sachets individuels de nourriture. Il y avait du fromage, une poire et un bon casse-croûte. Au camp de Rivesaltes, on nous a séparés de notre tente. Il a fallu attendre notre installation dans les baraquements pour qu'elles viennent partager notre petit espace. On n'avait pas de poêle pour se chauffer et les toilettes collectives étaient une puanteur. On a été rapidement vaccinés à l'épaule avec de grosses aiguilles. Ça nous rendait malades et on restait couchés plusieurs jours.
Pour faire notre toilette, on allait chercher de l'eau dans les camions-citernes qui venaient nous la livrer, et on utilisait des bassines dans un coin de la tente. Pour nous nourrir, des militaires aidés par des harkis nous distribuaient des aliments cuits. Dès qu'on avait été dans les baraquements, on recevait de la viande crue, des légumes, des lentilles à faire cuire. Ma mère nous faisait la cuisine sur un petit poêle à bois. On allait quelquefois à l'école. Pour cela, il a fallu attendre que les militaires l'organisent. Un jour, avec une cousine, on a vécu une histoire qui m'a marquée. En sortant de la classe, il était tard et la nuit était bien noire, on a croisé un homme qui nous a demandé si on avait vu sa fille à l'école. On lui a répondu que non. D'un ton menaçant, il nous a dit « Ma parole d'honneur, si je ne la retrouve pas, je vous égorge. » On venait de sortir d'une guerre, et le verbe « égorger », on ne le prenait pas à la légère. On est parti en courant et en larmes. On a tout expliqué à mon oncle, qui aussitôt est parti à la recherche de l'agresseur. Il est revenu sans l'avoir retrouvé. Dans le camp, il y avait aussi ma grand-mère maternelle, mon oncle et sa femme. Le souvenir que j'ai de ma grand-mère est qu'on allait ensemble chercher du bois mort pour nous chauffer. C'était un travail important parce que le bois était rare. Même dans un tel camp, à certaines occasions, la vie semblait un peu plus légère. Au village de Rivesaltes, j'allais voir les films arabes de Samia Gamal et Farid El Arash avec d'autres enfants du village. Qui organisait ces moments nous permettant d'oublier l'enfermement du camp? Je ne sais pas. Il a fallu attendre la fin de l'année 1964 pour qu'on quitte le camp et ses puces qui nous suçaient le sang. Aujourd'hui, quand je pense à notre vie dans les camps et aux traumatismes subis, je suis submergée par une certaine peur. On a subi une vie sans l'insouciance de la jeunesse. De plus, sans père, j'ai eu très tôt des responsabilités d'adulte. C'est au camp de Rivesaltes que j'ai vraiment pris conscience qu'on était abandonnés. Les Juifs, les Espagnols et tous ceux qui étaient dans le camp étaient également abandonnés à leur sort. Après notre passage dans le camp de Rivesaltes, on a été enfermés dans celui de Saint-Maurice-l'Ardoise, dans le Gard. Là aussi, on a partagé la misère avec d'autres familles de harkis. Et puis du jour au lendemain, sans vraiment nous demander notre avis, les administrateurs du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise nous ont déplacés à la cité urbaine de Narbonne, réservée aux familles de harkis. Témoignage recueilli le 9 août 2015.